organisé cette conférence de presse au vu de la situation propre aussi bien aux relations entre la France et les Comores d'une part, mais également d'autre part sur le plan international, demander à M. Khalil Saïd Ibrahim, ministre donc des Relations extérieures de l'Union des Comores, de bien vouloir s'exprimer. L'idée, c'est que nous parlions très librement, vous puissiez parler très librement, avec le ministre des Relations extérieures de l'Union des Comores, et qu'il puisse faire part des questions qui se posent, sur les rapports entre la France et l'Union des Comores. Bien entendu, nous serons appelés à renouveler cet exercice parce que les problèmes qui se posent ne se résolvent pas en quelques instants. De surcroît, je sais que bien souvent en France et que tu as à cœur de régler les questions justement à la fois de déplacement des Colombiens sur le plan du territoire national, mais aussi dans l'espace Schengen, en même temps que de trouver les voies et moyens d'un apaisement entre les deux pays. Et je suis heureux de saluer également la présence de Jean-Pierre Philibert, qui, vous l'avez compris, est le président de la Fédération des entreprises de l'outre-mer, avec son directeur général. Cette présence montre bien l'intérêt que porte le monde des entreprises françaises à ce qui se passe dans les Outre-mer d'une façon générale, mais aussi dans cette partie de l'espace maritime. Je vous ai fait distribuer une carte photographique établie par l'Institut supérieur d'études maritimes. Vous avez constaté au vu de cette carte que les voies maritimes actuelles sont saturées, que les voies maritimes du futur, qui vont passer soit par le nord, soit par le sud, sont aujourd'hui plus qu'à l'examen, puisque c'est celles-là qui vont être dans les 10 prochaines années exploitées, et que la voie qui sera la plus développée, c'est la voie dite du corridor du Sud, et que cette voie passe par l'océan Indien, les Comores bien évidemment, Madagascar, mais aussi la Réunion. C'est d'ailleurs un des sujets d'étude de la commission sur l'océan Indien, et c'est aussi un objet d'étude pour la Fédération des entreprises de l'outre-mer. Cette cartographie montre la stratégie que tient l'Union des Comores sur le plan maritime, et Moroni a un rôle à jouer en tant que port dans les quelques années qui viennent. Voilà, je te passe la parole, et puis surtout, après, ce sera le jeu des questions et des réponses, en fonction de ce que voudront bien te demander nos amis ici présents. À toi d'abord. Alors, excuse-moi encore, les propos seront repris dans la revue politique et parlementaire dont le numéro va sortir dans une vingtaine de jours, à peu près. Merci d'avoir bien voulu patienter pour qu'on échange un peu, surtout avec les journalistes et je voudrais également remercier l'Académie qui m'a donné cette possibilité de m'exprimer et expliquer un peu nos préoccupations, en tout cas les préoccupations de mon pays, surtout la relation entre nos deux pays. On ne peut pas parler de relations bilatérales avec la France sans évoquer bien entendu le litige, hélas, qui oppose nos deux pays. Litige qui est né en 1975 lors de l'accession de mon pays à l'indépendance. Il se trouve que le décompte du résultat a été fait il Paris, alors que dans l'entendement de tous, il y avait un seul peuple aux Comores et que les résultats devaient être pris en compte dans sa globalité. C'est d'autant que les déclarations de différents politiques de l'époque, notamment le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait clairement indiqué qu'il n'était pas question de démembrer les Comores parce que ça ne correspondait pas à la réalité aussi bien culturelle
politique et encore moins géographique. On peut tout refaire, évidemment, sauf la géographie, comme disait, me semble-t-il, Napoléon, et l'archipel des Comores étant un seul archipel, il est effectivement, en tout cas pour nous, inacceptable que cet archipel soit démonté avec toutes les conséquences que cela comportait. Et ce d'autant que, en 1958, dans le référendum qui a permis les Comores de rester dans le giron français, le résultat avait été pris en compte dans sa globalité, et non pas cette fois-ci, le résultat imparil, ce qui corrobore avec la thèse que nous soutenons que le Comores est un État, une nation, un peuple, et même plus loin, au milieu du XIXe siècle, le sultan Hamza, qui à l'époque déjà revendiquait Mayotte, avait, dans une missive qu'il avait écrite, soutenu moi Hamza, sultan des Comores. Il n'avait pas parlé sultan Donjon, qui était son île d'origine, mais il a parlé des Comores. Ceci montre très bien que l'unicité géographique, politique, n'a jamais été contestée depuis les origines. Bien entendu, certains historiens évoquent le fait que Mayotte était décédée par un sultan de l'époque, un sultan nommé Andianatsoul. D'abord, un nom qui n'est pas du tout comorien, mais effectivement, c'est un nom malgache. Andianatsoul, qui a fui Madagascar par des méfaits, des délits commis, il a réussi à prendre l'île et à s'improviser, donc sultan de Mayotte à l'époque. Et ce fameux sultan a cédé l'île de Mayotte. Mais bien entendu, on ne peut pas céder ce qui ne lui appartenait pas. Il ne pouvait pas le faire, aussi bien en droit que politiquement. Mais c'était le début du commencement de cette thèse sur laquelle Mayotte a toujours été à part et que cette île était décédée par un sultan, mais un sultan usurpateur. Voilà les origines du problème comorien, de cette question mahoraise. Et je pense qu'il est grand temps pour que les amis des Comores, que la France, ensemble, puissions trouver un accord acceptable. Et cet accord acceptable ne peut pas être obtenu tant que la souveraineté territoriale des Comores n'a pas été reconnue, telle que les résolutions des Nations Unies, une vingtaine qui ont commencé en 1974, l'a clairement affirmé. Il nous est difficile, tant que cette souveraineté n'est pas reconnue, de trouver un compromis acceptable et définitif. Par les temps qui courent, le droit international est devenu une vertu cardinale, et tant mieux, parce que c'est effectivement dans le droit qu'on pourra trouver des solutions, mais ce que nous, Comoriens, nous interrogeons avec les petits pays, est-ce la naissance aussi d'un droit international et d'une conscience à géométrie variable? Allons-nous accepter que le droit international soit revendiqué ailleurs, appliqué ailleurs? Je pense à la Libye, puisque c'est le droit, effectivement, et que dans un pays comme les Comores, ces résolutions restent lettres mortes. Peut-on l'admettre sincèrement? Bien sûr que non. Je pense que cette manière d'interpréter les résolutions des Nations Unies, cette manière d'imposer la politique dans le monde, risque de compromettre sérieusement les valeurs universelles que nous voulons partager avec les grandes nations qui ont bâti les relations internationales. Voilà pourquoi nous soutenons qu'il est temps qu'ensemble, l'on discute, que la France accepte, que l'on discute sérieusement, sans compromettre, ni créer ce déséquilibre qui nous redoutons pour l'avenir des deux pays. Et de l'image, très sincèrement, que l'on se fait de la France, grande nation, grand pays que dans l'océan Indien, nous y croyons en ses valeurs, mais nous pensons que ce litige risque non seulement de compromettre une relation bilatérale, mais risque de ternir
l'image de la France dans sa grandeur telle que nous l'aurions souhaité voir dans cette partie du monde. Bien entendu, la présence de la France à Mayotte engendre des conséquences gravissimes, puisque les investissements réalisés et accélérés depuis 5 ans maintenant, 1 milliard d'euros investis à Mayotte, alors que l'État comorien, son budget est peut-être, ou certainement, 20 fois moins. La population de Mayotte, elle est de 190 000 habitants, alors qu'aux Comores, le reste de l'île est peuplé de 700 000 habitants. Cet investissement réalisé par la France et l'Europe crée un déséquilibre au niveau de l'archipel et au-delà de l'archipel, mais au niveau également de l'océan Indien. Ce déséquilibre économique crée un préjudice que je tenterai d'expliquer sur ce qui se passe actuellement, c'est que en enrichissant artificiellement Mayotte, parce que je tiens à le dire, si vous les justiciables français et européens qui finançaient le développement de Mayotte, c'est pas la richesse mahoraise n'est pas le résultat d'une richesse propre, d'une création de richesse propre, mais c'est dû à un transfert de richesse venant de la métropole et de l'Europe qui fait que ce déséquilibre fait miroiter une vie meilleure, et à juste titre, le reste de la population de l'archipel qui tente d'émigrer vers Mayotte, là où il y a la richesse, et c'est un comportement tout à fait naturel. Ceux qui sont en Afrique veulent émigrer vers l'Europe, mais quand on amène l'Europe vers l'Afrique, c'est beaucoup plus facile d'émigrer vers l'Afrique, qui devient une partie de l'Europe. Alors, ce qui se passe actuellement depuis l'instauration du visa à la dure, peut-être qu'il a été nommé puisque c'est le Premier ministre de l'époque Balladur qui a institué ce visa, et je suis convaincu que c'était uniquement par calcul politicien ou électoraliste. Ce fameux visa a entraîné jusqu'à ce jour 10 000 morts. On parle de 7 500 à 10 000 morts dans cette partie du monde. Ce sont les Comoriens qui tentent d'aller chez eux sur le plan du droit international en traversant dans des bateaux de fortune, et 10 000 personnes, des femmes, des enfants, périssent dans cette traversée de 70 km au sein même de l'archipel, qui pour nous, pour tout Comorien qui veut s'y rend dans un territoire comorien aux yeux du droit international, mais qualifié de clandestin aux yeux du droit interne français. Voilà les conséquences, et voilà pourquoi on ne peut pas humainement accepter cela, et on ne peut pas se taire, parce que pour nous se taire, c'est se rendre complice de ce drame. Dans le monde, une seule vie très souvent qui disparaît. Nous voyons les médias, comment ils réagissent, comment on peut, nous, avec 10 000 morts sur terre. On s'interroge sur le silence, très souvent, des Européens, parce que pour nous, les Européens, nous ont habitués à être à l'avant-garde de la défense des valeurs humanistes, puis démocratiques par la suite, mais d'abord humanistes, et nous ne comprenons pas ce silence de la conscience européenne, qu'il y ait autant de morts, que personne ne réagisse, que les gens se taisent. Nous, on ne peut pas, parce que il nous reste, en tout cas, cette volonté de se battre pour que cette situation change et que plus personne ne périsse dans cette traversée. Voilà, vous avez su certainement ce qui s'est passé, puisque les Comoriens nous sont vulnérables, avec les pirates de Somalie qui de plus en plus se déversent vers nos eaux territoriales. Des bateaux comoriens ont été pris en otage, avec des personnes. Il y a eu d'ailleurs une personne qui a été assassinée. Raison pour laquelle le gouvernement comorien a décidé d'imposer dans toutes les traversées dans l'archipel que chaque personne, chaque passager ait une pièce d'identité, ou même le pêcheur, pour identifier les personnes
se déplaçant dans les eaux territoriales et ainsi pouvoir éventuellement comptabiliser les éventuels disparus avec cette question des otages. Malheureusement, Paris a réagi, j'allais dire violemment, oui, puisque encore une fois, Paris a refusé pour Paris, c'était une manière pour les Comores d'empêcher qu'on extrade les Comoriens, enfin qu'on renvoie, qu'on expulse les Comoriens vers les 3 autres îles, et que les Comoriens clandestins, selon le préfet de Mayotte, cette situation était inacceptable. C'est ainsi que ils ont dans un premier temps refusé de délivrer les visas de tout officiel comorien désirant se rendre en Europe, même pas en France, mais en Europe. Et dans un deuxième temps, la France a interdit carrément, purement et simplement, de délivrer de visa à tout Comorien désirant se rendre en France ou en Europe. Je peux comprendre à la limite que l'on punisse les officiels parce qu'ils ne veulent pas venir à Paris, mais que l'on punisse les officiels et tout un peuple. Sincèrement, je trouve ça scandaleux. Scandaleux parce qu'on n'a pas le droit dans le monde actuel, scandaleux parce qu'on n'a pas le droit dans la démocratie et les valeurs universalistes actuelles. On n'a pas le droit, très sincèrement, de faire du chantage à un peuple, à un pays et à des gens vulnérables comme les Comoriens ou comme les Comores. J'ai trouvé ça inadmissible. Et d'ailleurs, c'est curieux, le silence qui s'en est suivi. Que l'on empêche à la limite les Comoriens de venir en France, je pourrais, comme disait le cardinal de Retz, je pourrais, ou le passage à la volonté, je pourrais comprendre, mais que l'on interdise les Comoriens d'aller en Europe, Varsovie, Rome, légalement, bien entendu, ou Bruxelles, je trouve ça inadmissible. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas accepter que les Comores deviennent toujours et continuent à être un enjeu de politique intérieure. Savez-vous qu'aujourd'hui, les expulsés de France et de Navarre, les Comoriens expulsés de Mayotte, représentent 80%. Sincèrement, peut-on admettre cela? Peut-on accepter que les Comoriens eux seuls fassent le chiffre de 80% des expulsés de France? Non, c'est inadmissible. On ne peut pas se taire, on ne peut pas accepter. Et nous voulons que l'Europe, nous voulons que les Français, nous voulons que les gens sachent la vérité, sachent qu'on ne peut pas accepter cette situation. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui les Comoriens se fassent expulser pour remplir un cahier de charges de la politique intérieure de la France. On ne peut pas. Et là, j'invite aussi les politiques français à prendre position et à nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation et prendre position clairement parce que cette situation est inacceptable. Bien entendu, hélas, quand on défend les Comores aux Comores, certains ne s'empêchent pas de nous qualifier d'anti-français. Je voudrais rassurer, nous ne sommes pas du tout anti-français. Nous sommes même, je dirais, pro-français. Nous aimons la France, nous aimons cette grande France, mais c'est de cette grande France et de ses valeurs que nous aimons, et non pas de cette France, de la France-Afrique avec ses réseaux qui, en réalité, soutirent pour des petits intérêts qui, en réalité, ne sont pas les intérêts ni de la France, de la grande France, ni de nos pays, et plus particulièrement des Comores. Nous voulons que ceci soit mis fin, nous voulons que la France élabore une vraie politique comorienne, parce que, hélas, depuis 30 ans, la France n'a pas eu de vraie politique comorienne dans nos relations. La France officielle a abandonné à la France-Afrique et les Comores pour orienter, mais à des fins qui ne sont pas forcément ceux des intérêts que nous devrons, en tout cas, maintenant et demain partager. Parce que nous sommes convaincus que la France a un rôle important à jouer dans notre sous-région, parce qu'il n'est pas question de mettre en cause les intérêts de la France, parce que nous souhaitons que la France soit renforcée physiquement dans la région, mais parce que nous voulons que la France aussi soit renforcée dans les valeurs démocratiques, humanistes que nous avons connues de la France. Voilà, c'est de cette France-là que nous aimons, et non pas de cette France des réseaux.
Pour terminer, ne pas trop m'étaler et pouvoir éventuellement répondre à vos questions, comment peut-on ne pas être indigné, très sincèrement, quand on lit à rue 89 une interview de Michel Rocard, ancien Premier ministre, qui affirme, qui ose affirmer, sincèrement, c'est à la limite une manifestation de mépris à l'égard du peuple comorien, qui dit que Bob Denard, le fameux Bob Denard, en 1989, quand il a fait son coup d'État, il était en service commandé. Peut-on, sincèrement, aujourd'hui ne pas être indigné? Peut-on se faire aujourd'hui, alors qu'au moment des faits, le même Michel Rocard était Premier ministre? Peut-on, sincèrement, 22 ans après, laisser Michel Rocard affirmer cela sans qu'on réagisse? Bien sûr que non, on ne peut pas. Au moins qu'on nous donne des explications. Au moins que la France nous explique, enfin le gouvernement, pas la France, on ne peut pas se taire. Et ce d'autant qu'au moment des faits, il y a eu mort d'homme, plusieurs morts d'hommes, mais le chef de l'État comorien aussi a été victime dans ce coup d'État. Pouvons-nous sincèrement se taire aujourd'hui? Bien sûr que non. Voilà pourquoi nous disons que cette relation franco-comorienne qui a été gérée par ces officines, il est temps très sincèrement qu'on s'assoie sur une table, qu'on redéfinisse en tout cas les contours d'une coopération, parce que nous avons besoin de la France, parce que cette France, nous sommes trop attachés, mais que nous ne voulons pas que cette France abandonne la relation franco-comorienne à des officines de Paris qui en réalité défendent des petits intérêts et non pas des intérêts communs qui sont les nôtres, nous et la France. Voilà la réalité de notre situation, voilà ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais, bien entendu, je suis convaincu aussi que la France, en tout cas ses représentants à Moroni, les fonctionnaires à Moroni, ils n'ont pas le comportement, très sincèrement, de nature à élever l'image de la France au Comores. Quand on voit un ambassadeur de France à Moroni qui ose dire que le double langage est ancré dans la culture comorienne, ce même ambassadeur qui écrit un courrier au vice-président de l'Assemblée nationale et qui ose le lui dire sans passer par le canal officiel de l'Unirex, ministère des Affaires étrangères, ça nous indigne. Nous pensons sincèrement qu'il est inadmissible. On ne devrait pas nous envoyer ce genre de gens, sincèrement, qui n'ont que du mépris à notre égard et qui osent. Imaginez-vous à Paris un ambassadeur africain qui écrirait une lettre au vice-président de l'Assemblée nationale dans ces termes. Ce serait inadmissible, ce serait choquant. C'est par amitié avec la France que nous avons fait preuve de retenue, mais très sincèrement, je voudrais aussi dire à la France que ce n'est pas forcément les meilleurs défenseurs de la France et de ses valeurs qui sont envoyés dans nos pays pour défendre l'image de la France. Voilà la réalité de notre relation et que nous espérons que les amis comme vous et la presse nous aidera demain, aujourd'hui, à porter ce que nous disons pour que les choses changent, parce que nous savons aussi que très souvent ceux qui défendent les Comores sont taxés d'anti-français. Non, parce qu'il y a des Français aussi de souche qui défendent les Comores. Il y a des députés même de France qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui aux Comores. Voilà pourquoi nous voulons créer cette synergie avec des Français de souche ou non et des étrangers, en tout cas et des Comoriens, pour qu'ensemble nous trouvions une solution acceptable pour cette situation comorienne. Je vous remercie pour être venu. J'imagine que non officiellement vous êtes aussi fait raison sur le fait que la France ne voudrait pas rendre les Mayotte aux Comores. Donc aujourd'hui, vous, j'imagine que vous venez avec de nouvelles propositions pour la France, pour le ministère des Affaires étrangères. Quelles sont-elles? Est-ce que vous... Je ne sais pas, j'ai pu comprendre que, à travers vos propos, que peut-être vous réclamiez que la France investisse plus dans la zone pour peut-être équilibrer le niveau de vie. Ce n'est pas une question uniquement d'argent, ou ce n'est pas tout simplement une question... Oui, donc nous voulons rappeler pour que la France accepte de respecter le droit international. Parce que... pour nous, la France est un modèle, la France est un pays de valeurs que nous voulons s'identifier, que beaucoup veulent s'identifier, et il faut que cette question, que la France puisse demain faire observer le droit international dans le reste du monde, mais il va bien falloir que la France accepte d'observer elle-même le droit international.
Sinon, personne ne croira à la France. Si la France, elle dit observer le droit international, alors qu'elle-même, elle ne l'observe pas chez elle. Voilà ce que nous disons. Et nous voulons une restitution de Mayotte avec un contour à définir d'un commun accord. Le président Sambi de mon pays avait proposé un condominium entre la France et les Comores, une restitution à long terme, mais même centenaire. Mais d'abord, c'est une question de principe et de droit. Nous voulions une reconnaissance sur l'unicité de l'archipel des Comores proposé de Catry, que au demeurant Benoît XVI, nous lui remercions, a reconnu, puisqu'il a nommé un évêque représentant dans cet archipel. Et même le pape a reconnu le caractère unitaire des Comores. Et on ne peut que remercier sa sainteté. Pour revenir à la question que posait notre ami du RFO, il y a d'un côté les résolutions de l'ONU, mais il y a de l'autre les référendums successifs qui ont été faits à Mayotte. Alors certes, il y a le droit international, mais il y a peut-être aussi le droit propre des habitants de Mayotte à choisir leur destin. Première question. Alors, permettez-moi de répondre à cette question. Dans ce cas-là, allons-nous faire un référendum en France pour laisser toutes les populations de France s'autodéterminer? Les Corses seront très contents de l'apprendre, qu'ils pourront bénéficier d'un référendum pour accéder à son indépendance. Les Bretons, on leur demandera s'ils sont d'accord de se rattacher avec ou être indépendants tout simplement. Peut-être que l'Alsace-Lorraine voudra, elle, se rapprocher davantage de l'Allemagne, et peut-être les Pays Basques voudront aussi l'indépendance pour créer un début d'État avec le côté basque espagnol. Mais non, je ne pense pas que ça soit la solution. Je ne pense pas que ce principe des peuples, Mayotte n'a jamais été un peuple à part, c'est une population du peuple comorien. Donc cette thèse, elle ne peut pas être opposable, en tout cas au Comores. Si je comprends bien les chiffres, d'un côté, la coopération française avec l'Union des Comores représente des investissements annuels, des dépenses annuelles de l'ordre de 10 millions d'euros, et de l'autre côté, l'aide de la France, ou l'argent que met la France sur le territoire, le futur département de Mayotte, est de l'ordre d'1 milliard d'euros, si je comprends bien ce que vous voulez dire. En reprenant les chiffres, avez-vous des suggestions à faire pour relancer la coopération économique, indépendamment de la coopération politique ou d'une meilleure coopération politique? Avez-vous des suggestions, des propositions à faire sur la coopération économique, par exemple, justement, en proposant que Moroni, je ne sais pas, vous évoquiez tout à l'heure la saturation des routes maritimes mondiales, en proposant que Moroni, avec l'aide de la France, puisse devenir un port en eau profonde capable d'accueillir des navires importants, au tonnage important et du même coup, capable d'être un point d'ancrage sur la route du corridor sud, ce qui intéresserait bien évidemment la France également et les entreprises françaises de l'outre-mer, peut-être pas seulement l'outre-mer d'ailleurs. Avez-vous là des possibilités de discussion? Pouvez-vous engager un débat, pas seulement avec les élus, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi avec le gouvernement et surtout les entreprises françaises pour trouver les voies et moyens d'une coopération nouvelle et renforcée? Bien sûr, j'y crois à la coopération franco-comorienne, mais au-delà des Comores, de toute la région, parce que nous souhaitons que la France soit politiquement présente aux Comores, économiquement et même militairement. Je pense que nous avons intérêt, les Comores, à être sous le parapluie de la France dans cette zone. Il n'est pas question de mettre en cause les intérêts français, les intérêts stratégiques. Mieux, on est même prêt à coopérer tout en donnant toutes les facilités pour une extension de la présence française aux Comores et dans la région. Mais, avant de parler d'une coopération pareille ou économique, il faut d'abord régler la question politique et de la reconnaissance de Mayotte comme étant une île comorienne. C'est fondamental que
la France accepte de se soumettre aux résolutions des Nations Unies. Vous avez parlé tout à l'heure du droit interne, notamment la possibilité des référendums organisés à Mayotte. Vous savez, on les dit actuellement, ou avant l'intervention internationale, il y avait bien des institutions locales. Mais les décisions des Nations Unies étant une norme internationale donc supérieure au droit interne, le monde n'a fait que approuver l'intervention de la France et des alliés, notamment pas la polémique qui s'en est suivie, mais de cette couverture aérienne que les Comores nous avons soutenue. Mais alors, pourquoi le droit interne français serait supérieur aux résolutions des Nations Unies quand il s'agit des Comores, alors que cette même France applique au nom du droit international la supériorité de la norme internationale sur le droit interne libyen? Il faut qu'on soit conséquent. Ou le droit international l'emporte, ou alors nous revenons à la naissance des nations et que chaque État s'impose par la force. Mais dans ce cas-là, De Gaulle avait-il raison de parler de machin? Ce machin qu'on peut utiliser pour des fins propres? C'est ça? Si vos revendications ne sont pas écoutées, que va-t-il se passer? Nous continuerons à sensibiliser le peuple français, les politiques français, l'Union européenne, parce que nous sommes convaincus qu'il y a eu un déficit de communication et que d'ailleurs le peuple français n'a jamais été consulté pour savoir si le peuple était d'accord pour que Mayotte soit annexée, parce que c'est une annexion. Il lui fallait peut-être, pour être plus démocratique, demander au peuple français si, par référendum, s'ils étaient d'accord que Mayotte devienne le 101e département français. Mais bien sûr, rassurez-vous, on ne va pas déclarer la guerre à la France. Nous aimons la France, on ne va pas envahir la France. Ça, je voudrais vous rassurer. Nous continuerons dans le dialogue parce que nous croyons aux vertus du dialogue et que nous avons exclu cette possibilité de déclarer la guerre et d'envahir la France. On ne le verra pas. Bon, une question de M. le Président de la FEDA. Vous êtes un homme qui parlait franc et directement, Monsieur le Ministre. Ce qui m'inquiète un peu dans votre propos, c'est ce préalable. J'ai un peu le sentiment qu'on a besoin aussi des Comores, du point de vue des entreprises, vous savez, leur aspect que l'on vous porte, c'est aussi un marché pour nous, et qu'on a envie d'y aller, et qu'on a envie d'y travailler. Mais si le préalable est à chaque fois réaffirmé, je peux le comprendre. Je peux comprendre la position. J'ai exercé des fonctions dans une vie antérieure, j'ai amené à connaître ces questions-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas pragmatiquement, avec une vision entrepreneuriale, essayer d'avancer? Sinon, j'ose dire, les trains vont passer, c'est pas le cas, les bateaux vont passer, les choses vont se faire ailleurs. Et vous savez comme moi, quelles sont les régions qui vont tirer les choses. Donc je tiens à vous rassurer. Aucune entreprise française, si elle avait désiré s'installer au Comores, n'a pas été, en tout cas, empêchée. Toute entreprise française, ou même mahoraise, désirant se rendre au Comores, elle sera la bienvenue. On a toujours encouragé. Je pense qu'il faut qu'on dissocie deux choses. Bien sûr que le marché, moi ça ne m'effraie pas, je suis un libéral. Donc, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un marché. Mais il ne faudrait pas qu'on parle uniquement que de marché. La libre circulation des biens et des services, bien sûr que c'est important. Mais on doit aussi parler de la libre circulation des personnes. Et surtout, des personnes dans le même territoire. Il ne faudrait pas que ce litige franco-comorien empêche cette dynamique économique parallèle. Pas du tout. Nous, on l'encourage et on ne peut que l'accompagner. Il n'y a aucun politique comorien qui mettra un frein sur des investissements étrangers et plus particulièrement français ou européens au Comores. Mais au contraire, on est demandeur. Il y a quelques contraintes, monsieur le ministre, vous les connaissez comme moi, qui sont aujourd'hui clairement un frein à l'établissement d'entreprises françaises, tant au niveau du foncier, tant au niveau des contraintes juridiques qui sont je veux dire, assez strictes, assez rigides. Voilà, je me fais l'écho en tout cas de ce que mes entreprises... Oui, alors, il se trouve que je suis accessoirement ministre, mais je suis principalement avocat.
c'est mon métier. Ben voilà. La question du foncier, Oui. c'est vrai, ça perdure, mais il n'y a pas qu'au Comores. Vous savez qu'aujourd'hui, la France est à Mayotte depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, donc 36 ans de plus qu'au Comores. Or, la question du foncier n'est pas résolue à Mayotte. Parce qu'effectivement, on peut dire que le politique, ou la question politique, le prime l'emporte sur les problèmes économiques, ou l'inverse, que l'économie doit pouvoir l'emporter sur le politique. Je prends cet exemple, lorsque Monnet a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, entre la France et l'Allemagne, nous avons mis d'abord l'économie en avant. Il y avait des problèmes politiques historiques énormes entre deux ennemis. Et la seule manière que nous ayons trouvé pour nous parler, c'était toute l'intelligence, en définitive, de Monnet et des pères fondateurs de l'Europe, c'était de dire faisons de l'économie d'abord. Ou la création de cette communauté européenne du charbon et de l'acier. Comparaison n'est pas raison, mais si l'on envisage une coopération meilleure entre l'Union des Comores et la France, ne faut-il pas démarrer d'abord par l'économie, mettre de côté d'une certaine manière le politique, et non pas faire du politique un préalable. Je pense que c'était cela aussi le sens de votre question. Oui, c'est une vision, une manière de voir, mais nous, Comoriens, il nous est difficile de dissocier la revendication de l'Économie de Mayotte et une coopération économique. Pour nous, ce n'est même pas un préalable, c'est naturel que de revendiquer une partie du territoire occupé. Je pense que c'est un réflexe et une obligation que nous, politiques ou les citoyens, ont envers les Comores. Et c'est d'autant que nous sommes convaincus que ce qui a été fait politiquement est un non-sens absolu. Mayotte, faire de Mayotte, qui a 10 000 km de Paris, une région ultra-périphérique de l'Europe, dans une région pauvre, très sincèrement, je ne vois pas comment on peut compenser par l'économie ou par la coopération économique si d'abord cette question de fond n'est pas résolue. Au-delà de ces questions, mais il est question aussi de clarifier et d'assainir surtout la relation franco-comorienne. Nous comptons quand même des séquelles. N'oubliez pas que nous avons 2 chefs d'État qui ont été assassinés par les mercenaires. N'oubliez pas qu'il y a une trentaine de coups d'État avortés ou réussis. N'oubliez pas que c'est le seul pays où un ancien Premier ministre français vient de dire que c'est nous qui avons commandité. Il faut du bon travail. Il a dit en 1949. Ne pensez-vous pas que cela peut heurter notre dignité et sincèrement, avant toute autre question économique. Bien sûr que l'économie est importante, bien sûr qu'il faut qu'on travaille pour qu'il y ait un épanouissement, un développement économique, mais la dignité d'un peuple n'est pas négociable et on est en droit aussi, et pas, je dis souvent à ceux qui ne sont pas très contents de nous pardonner, mais quand on a vécu, quand on a ce passé, on a besoin aussi de faire cette je ne sais pas, les psychologues parlent d'une thérapie, cette thérapie doit passer aussi par cette vérité. Le peuple comorien a besoin de savoir cette vérité pour que nous puissions sereinement se tourner vers l'avenir. Pardonnez-nous, mais il n'est pas question que d'argent, il n'est pas question que de développer économique. Bien sûr, c'est important. On aspire tous à une vie meilleure, on aspire tous à une meilleure éducation, une meilleure santé. Bien sûr, mais pour nous, nous sommes c'est un pays quand même meurtrier, un pays qui a des séquelles graves, un pays qui a son propre vécu. On ne peut pas, très sincèrement, ne pas évoquer ces questions. On a besoin de cette thérapie. Voilà pourquoi nous invitons aujourd'hui la France à parler franchement avec nous et à définir une nouvelle politique qui nous garantira que demain, le successeur de Baudenard ne retournera pas remplir son œuvre si telle ou telle politique déplaît au réseau de la France-Afrique. C'est une réalité qui est là. Nous avons besoin de définir des contours aujourd'hui pour un avenir commun, demain, pour une coopération assainie, pour une vision commune et pour un intérêt commun entre la France et les Comores. Vous savez, quand un peuple, quand une nation vit ce que nous avons vécu aux Comores, il est très difficile de parler que d'économie.
notre pays a été meurtri, vraiment, l'État violé, 2 chefs d'État assassinés, un chef d'État déporté à La Réunion. En 1995, quand il y a eu le coup d'État de Bob Denard, on a quand même pris le président contre son gré, on l'a amené à La Réunion. C'est une réalité historique. On ne peut pas demander au peuple comorien de tourner la page et faire comme si tout ceci ne s'est pas produit. Nous sommes conscients que c'est l'économie qui pourra, c'est l'enrichissement d'une nation qui peut améliorer sa condition de vie. Et pour enrichir une nation, vous savez, je parlais un petit peu économie. Notre industrie manufacturière aujourd'hui représente 3% de notre PIB. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup à faire. Nous avons un déficit de notre balance commerciale de l'ordre de 89 à 90%, alors que nous avons des atouts. C'est un pays africain, un pays arabe, parce que nous sommes un pays arabe, alors que la pollution de l'océan Indien. Nous sommes à la fois dans l'océan Indien, l'Afrique et la Ligue arabe. Je pense que les Comores peut être un tremplin, même pour l'océan Indien et voire même dans notre police française, pour une porte vers également le Moyen-Orient. Et les Comores, on est disposé à le faire pour l'intérêt commun de l'Europe et des Comores, et plus particulièrement de la France et des Comores. Très beau, mais dans toute cette vision politique, on doit aussi, ou économique, on doit comprendre et redéfinir la politique qui nous a liés depuis 150 ans aujourd'hui. Il est impératif parce que, je voudrais revenir, nous croyons en la France. Hassan Jafar, RFI, est responsable associatif. Je pense que cet aspect politique est d'autant plus important que depuis l'instauration du visa Balladur, du visa dit Balladur, qu'il y a eu les 10 000 morts entre Anjouan et Mayotte. Parce qu'avant, les Comoriens se déplaçaient même en pirogue d'Anjouan vers Mayotte. Il n'y avait pas de mort, c'est depuis l'instauration de ce visa Balladur qui attend de mort. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur les 7000 morts qui tapissent les abysses du canal de Mozambique pour des préoccupations économiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'économie. On peut faire de l'économie, mais quand il y a entre la France et les Comores 7000 morts qui tapissent les abysses du canal de Mozambique, on est obligé d'en tenir compte. Bon, apparemment, là où ça choque dans les relations entre la France et les Comores, c'est qu'il y a 2 thèses qui se posent, à mon avis. Il y a la partie comorienne qui table sur les résolutions des Nations Unies, plus d'une vingtaine, qui condamnent la France et recommandent à la France de quitter Mayotte. La partie française, elle se base sur le droit des peuples, si tant est qu'on puisse parler de peuple à Mayotte, parce que les Mahorais sont des Comoriens, il n'y a pas de peuple mahorais, peuple grand comorien ou peuple... Bon, ça avait fait l'objet de litige au moment des élections, je ne vais pas revenir là-dedans. La France table sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Entre ces 2 thèses, qu'est-ce que vous répondez? Si vous m'autorisez, je voudrais lire la radio d'Olivier Ester en 1974. Il disait le 17 octobre, alors ministre des Puntums, alors qu'il s'agissait de savoir comment allait être organisé le référendum des 4 îles, donc il compose la Chouette des Comores, Stirn persistait, donc il disait, sur l'éventualité d'organiser un vote île par île, donc qui respecterait éventuellement la volonté de chaque population. Il affirmait donc ainsi, ce serait là, en fait, engager les Comores dans l'aventure. Ministre des Dom-Tom à l'époque. Les Comores seront un État fragile, ne les rendons pas plus fragiles encore en les amputant d'une partie de leur territoire. On ne peut se déclarer par avance indifférent à ce que serait sans doute la réaction internationale si la France décidait de morceler un territoire qui accéderait à une indépendance inachevée puisque partielle. Le gouvernement pense pour sa part, et on me fera l'honneur de me croire sincère, que l'avenir des Mahorais serait mieux assuré au sein d'un État comorien ami de la France et disposé par la même
la même à garantir à chacun des libertés qu'il souhaite auxquelles en effet le droit. C'est le fond du problème. Stern disait déjà en 1974. Ce qu'a dit aussi Valéry Giscard d'Estaing. Il a clairement indiqué que les Comores c'est un peuple et qu'il n'était pas question de dissocier et encore moins de parler d'une autodétermination d'une population composant l'île. Mais pour moi, ils ont même anticipé, puisque nous sommes le 22 décembre, me semble-t-il, c'est le premier gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, et ce qu'a dit Olivier Stern, entrer dans la politique qu'ils avaient défendue, que les Comores étaient composés d'une seule nation, un seul peuple, et un État qu'il fallait consolider. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement français avait anticipé, puisque c'était avant l'indépendance des Comores en 1975. Mais ceci, bien que c'était anticipé, encore une fois, c'était des conflits internes ici qui ont fait que la France, ou le gouvernement français de l'époque, a changé de position et les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Donc cette thèse, moi je suis légaliste et je crois beaucoup plus au droit international qu'au droit interne dans les relations entre les États, parce que la seule manière de sécuriser les relations internationales aujourd'hui, c'est de rendre opposable le droit international, qui est la seule norme devant réguler les relations entre les États. Mon rôle ici, c'est d'appeler la conscience collective, appeler les intellectuels français et européens à réfléchir et à ne pas accepter certaines choses. Bien sûr, il y a des questions de fond à défendre. J'y crois, nous croyons en vertu du dialogue. De toute façon, on ne trouvera pas de solution sans dialogue. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait dialogue. Mais il faut aussi que certaines pratiques soient à nos jours, je pense, il faut que la France accepte de ne plus se prêter à des pratiques d'antan. Là, par exemple, ce qui vient de se passer, très sincèrement, on ne peut que condamner. Et je suis certain que beaucoup de Français n'admettront pas ce qui vient de se passer, notamment dans la politique de chantage de visa à un petit pays de 800 000 habitants, qu'on pénalise le gouvernement, je peux comprendre, mais qu'on pénalise toute une population. Très sincèrement, je pense que c'est choquant. Et voilà pourquoi je suis là aussi pour que la France, pour que les Français, les intellectuels français et européens sachent sur certaines choses qui se produisent loin de Paris. Voilà pourquoi je suis là. Mais bien entendu, malgré cela, il va bien falloir qu'on continue à discuter. Bien sûr, les contours, on le définira entre les deux gouvernements qui gèrent les deux pays. Mais là, il est de mon devoir aussi de communiquer pour que l'on sache qu'il y a des choses pas très catholiques, très souvent, qui se passent ailleurs. Et là, il est de mon devoir aussi de communiquer, de dire que ce qui s'est passé là nous heurte et heurte la dignité du peuple comorien. Kwelisikari nagashi shangasi wafikira mkomoriti vurize sidomana wanikiwa wanangwa hulindao uwaone sezendia mkomoriti vurize sidomana wanikiwa usimbufurilo nuo ne mabaya yari yawo litsambe inu hitima mnasara yari rema singasima dhamana ngasi wa uji ijusa mkomoriti vurize dhamana wanikiwa